Chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission spéciale avec Rachid Zegzaoui et le député parlementaire de Bruxelles Région, M. Emmanuel Skara parmi nous, pour des affirmations spéciales à la veille de la fête du Ramadan. Donc on va profiter aussi de l'instant pour vous souhaiter le meilleur sur l'année. Donc bonjour M. Rachid, bienvenue à l'émission. Bonjour Kadir. M. Emin, bienvenue. Bonjour M. Kadir. Comment allez-vous? Très bien. Après les élections, mais, après la période de campagne difficile, on va dire. Mais la vie continue, hein? La vie... Félicitations. Merci beaucoup. Avec un beau score. Merci beaucoup. C'était une de vos campagnes les plus difficiles? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité après ces élections. Ces élections aussi étaient la campagne la plus pénible en termes de camaraderie, de fraternité, parce que ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique active en région bruxelloise. C'est ma 4e législature. Les électeurs m'ont renouvelé leur confiance, qui me voient droit au cœur. Je les ai jamais déçus. Je défendrai bec et ongle leur revendication qui est juste, même sur des sujets sensibles, des sujets pour certains populistes, pas de langue de bois, mais il faut dire la vérité aux électeurs. Je tiens à remercier tout mon staff, mon équipe, mon épouse, ma famille, mes amis et mes électeurs bruxellois dans sa diversité qui m'ont fait confiance. J'ai obtenu 4385 voix. C'est mon meilleur score régional depuis 2004. C'était une campagne très difficile. On arrachait mes affiches, on décollait mes affiches, on disait que je faisais plus partie du Parti socialiste, on disait dans les quartiers populaires que j'avais des liens avec la communauté juive, parce que j'avais travaillé sur le dossier de l'abattage rituel avec cette communauté. Donc je tiens à remercier le grand rabbin et leurs avocats et leurs conseillers qui sont venus, ainsi que le nouveau président de l'exécutif musulman de Belgique, qui m'ont apporté leur expertise. Et en tant qu'homme politique, c'est grâce à des expertises externes qu'on peut mieux maîtriser un dossier. Mais soyez rassurés, je me battrai haut et fort pendant cette législature-ci, 2019-2024, pour être la voix de tous les Bruxellois. On a remarqué aussi, on a constaté que la plupart de vos collègues au conseil communal et députés sortants d'origine turque ont également été quasiment tous réélus. Vous en êtes satisfait, vous aussi? Bien sûr, c'est une démocratie. La démocratie a parlé. Les électeurs et les électrices ont choisi, ont fait leur choix. Je suis content en leur nom. Je pense qu'ils ont travaillé, ils ont mérité aussi. Et je pense que c'est la démocratie. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, mais je tiens à remercier tous les électeurs et électrices, mais je tiens aussi à féliciter tous les candidats de tous les partis qui ont eu le courage d'être candidats sur une liste, qui n'est pas évident d'aller chercher des voix. Parce que très souvent, on vous dit, vous êtes de telle origine, pour vous c'est plus facile, mais je dis non, arrêtez de nous prendre en fonction de nos origines, de nos différences. Nous sommes des élus, nous sommes des candidats belges à part entière. On est belges, mais on a nos origines, on a nos sensibilités qui sont différentes, comme chacune et chacun d'entre nous. Et ça, le respect doit être réciproque. Peut-on dire que les candidats d'origine turque ont permis au PS de se maintenir comme premier parti bruxellois? Mais je ne veux pas dire que les candidatures. Certes que l'électorat belgo-turc a joué un rôle essentiel. Les candidats, c'est des gros candidats, des faiseurs de voix. Moi, j'ai fait une campagne, comme vous le savez, j'ai été attaqué de tous bords, mais j'ai fait une campagne intelligente, individuelle, parce que je n'avais pas d'autre choix. Et j'ai obtenu ce score qui est honorable pour moi. Mais je pense que quand on analyse la liste, toutes les listes, il y a les voix de la diversité, moi j'appelle. Pas les voix des Turcs ou des Marocains ou des Africains, c'est des voix belges. Il faut arrêter de dire c'est des voix turques, c'est des voix marocains, c'est des voix belges. Certes, ce sont des voix belges, mais
on constate que les candidats d'origine turque, qui souvent sont placés à des positions de combat, ne bénéficient jamais du pot commun. Donc ils sont élus grâce uniquement à leurs efforts, à leur campagne. Ce n'est pas le cas des autres candidats. Ça, c'est valable pour le Parti socialiste, parce qu'il y avait aussi d'autres candidats d'origine turque dans d'autres formations politiques. Je pense qu'ici, il faut bien analyser. Moi, j'ai été conseiller communal dans l'opposition depuis toujours, depuis à Schaerbeek depuis toujours. Ça ne m'empêche pas d'être élu à 4 reprises. C'est-à-dire que c'est un travail en profondeur qu'il faut mener. Il faut analyser les scores, il faut analyser les raisons aussi. Mais je pense qu'il faut que les formations politiques traditionnelles changent d'attitude vis-à-vis de ces candidats issus de la diversité. Je pense qu'il faut de la transparence aussi lorsqu'on fait une liste. Lorsque le comité de sages des formations politiques traditionnelles se réunissent, il faut des critères, il faut des objectifs clairs pour tout le monde. Pourquoi tel est avant tel ou tel est avant tel? Il y a des gens qui viennent, qui sont chapeautés, boum, avant tout le monde. Ben, il y a un travail parlementaire, il y a le militantisme, il y a le nombre d'années que ces gens ont donné pour cette formation politique. Et quand on vient vous dire que vous êtes d'origine X parce que pour vous c'est plus facile, je suis désolé. C'est pas vrai. Nous, on a aussi plus difficile à aller chercher. On ne va pas que dans la communauté de nos origines. Il faut être au service de tous les citoyens. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit « Ah, le Vlaams-Belang augmente », il faut analyser aussi. Pourquoi il y a plus de 800 000 personnes ont voté le Vlaams-Belang? Il faut se poser les bonnes questions. On parle toujours de la transparence, la bonne gouvernance. C'est bien les paroles. Agissons. Agissons. Faisons-le. Les paroles, c'est bien, mais les gens pensent que les citoyens sont imbéciles. Mais non, les citoyens réfléchissent de plus en plus. Hein. Selon vous, les partis dits démocratiques sont responsables de cette montée des extrêmes? Je ne veux pas dire que ces formations politiques sont responsables. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, il y a des choses qu'il faut changer. Par exemple, la transparence. Moi, je suis pour la transparence avec des sanctions contraignantes. Je suis pour le clientélisme des ASBL. Je ne peux pas accepter qu'à X mois, à 1 mois des élections, on distribue des subventions à gauche, à droite. Je pense qu'on doit montrer la transparence. On doit montrer que l'argent public est utilisé par des ASBL qui travaillent pour le construire ensemble, pour le vivre ensemble. Mais une ASBL ne doit pas être l'outil d'une formation politique XY. C'est le cas aujourd'hui. Vous êtes des journalistes, vous connaissez mieux que moi. En tout cas, moi, je travaillerai pour la transparence avec des sanctions contraignantes et je ferai mon travail de parlementaire. Cette fois-ci, je me suis hissé à la 3e position. Je souhaiterais être encore plus haut, mais en faisant des lois, des propositions de loi pour essayer de changer le cursus. Ministre Oscara, à l'heure actuelle, vous êtes toujours membre du PS? À l'heure actuelle, j'ai été élu sur la liste PS. Comme vous savez, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. J'ai introduit à plusieurs reprises des plaintes à la présidente de la Fédération bruxelloise, aux 2 vice-présidents et au parti Boulevard l'Empereur. J'ai reçu une réponse en disant que tant qu'il y a une enquête judiciaire en cours, parce que j'avais introduit des plaintes contre X pour que les instances du parti se réunissent afin de faire valoir mes droits. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas accepter, il y a des trucs qu'on ne peut pas, lorsqu'on vous méprise, lorsqu'on vous insulte en fonction de vos origines, on ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas tolérer. Mais vous souhaitez, vous, malgré tout ce que vous avez subi de la part de votre parti, vous souhaiteriez rester au sein du PS? J'espère en tout cas que l'enquête judiciaire va avancer très rapidement. J'espère que les auteurs vont être déterminés en fonction des empreintes, etc. Une fois que j'aurai tout ça, je pense que je ferai une réflexion. D'abord, j'aimerais bien être entendu par les instances du parti de Boulevard l'Empereur. Avez-vous été félicité par vos camarades du PS suite à votre victoire? J'ai été félicité par le président du parti, Elodie Roupeau, qui m'a envoyé à 2 reprises 2 SMS en me félicitant pour mon score et pour mon travail
qui a permis que le PS bruxellois reste le premier parti en région bruxelloise. Mais pas des instances bruxelloises? Pas des instances bruxelloises. Vous le regrettez? Mais chacun est responsable de ses actes. Moi, je tiens à remercier mes électeurs et mes électrices qui m'ont fait confiance. Moi, je dois des comptes à mes électeurs. Si les gens ne veulent pas avoir la politesse et la gentillesse de féliciter les élus, c'est chacun ses responsables et je pense que chacun doit regarder en face d'une glace le matin si la manière qu'il s'est comporté avec moi ou avec d'autres camarades qui n'ont pas été réalisés et qu'on ne leur a pas dit après 20 ans de militantisme. Je trouve que il faut regarder avant de donner des leçons aux autres, il faut se donner des leçons à soi-même. Moi, je pense que, est-ce que Emmanuel Scara n'a pas gagné déjà un siège, mais plutôt deux au sein de la région? Moi, je pense plutôt comme ça. Comme on disait tout à l'heure, que les candidats origines turques ont fait au total plus de 20 000 voix. Est-ce que ces 20 000 voix ont permis aujourd'hui à PS, au parti, de ne pas perdre plus? Bien sûr, les chiffres sont là. Je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière une réalité sociologique. La diversité augmente de jour en jour. Et je pense que les années à venir, la diversité va être encore plus importante. Et moi, je trouverais qu'on considère ces gens issus de la diversité, à juste titre, égaux aux autres. Je ne vois pas pourquoi l'un doit être favorisé au détriment d'autres, des personnes issues de la diversité. Vous avez 184 nationalités. Est-ce que ces 184 nationalités sont-ils représentées sur une liste démocrate? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut encadrer ces gens. Il faut les préparer pour que demain, lorsqu'ils sont élus à des fonctions au niveau communal, au niveau régional, fédéral, puissent faire du beau boulot. Il faut les encadrer, ces gens. Moi, j'étais parlementaire en 2004. Il y a des gens qui me disaient même pas bonjour. Même pas bonjour, parce qu'ils disaient, mais tu viens d'être élu, tu es jeune, comment tu as fait, comment tu as réussi? Mais ce qu'ils ne voient pas ou ils ne veulent pas voir, c'est qu'il y a un travail en profondeur qu'on fait. Ça nous prend des heures et des heures et des heures de l'énergie. Et je pense qu'à un moment donné, il faut la considération, mais dans le respect. On ne peut pas être d'accord sur un sujet, mais on peut avoir un débat serein et respectable. Expliquez-moi les raisons. Comment vous m'expliquez que le PS en Wallonie vote la transparence avec des sanctions contraignantes, à Mons, où le président du Parti socialiste vote aussi, et au PS bruxellois, où il y a eu les affaires, on s'est engagé publiquement, on s'est engagé solennellement, le chef de groupe, au nom de tous les élus socialistes. On fait marche arrière, il faut expliquer ça. Moi, je ne suis pas le bouton poussoir de certains. Je ne fais pas la politique alimentaire. J'ai aussi mes convictions et j'ai mes valeurs. Je peux aussi avoir mon mot, mes opinions. On est au Parlement bruxellois, la maison de la démocratie. On peut avoir un débat et on peut être contraire à des sujets. Vous avez bien vu, tout le monde a parlé de la viande halal et maintenant on n'en parle plus. Hein? Je pense qu'il faut être franc avec les lecteurs, avec les lectrices. Il ne faut pas surfer sur le côté populiste. Je n'ai jamais fait la politique populiste, je ne ferai pas. Mais je ferai la politique, la vraie politique, c'est écouter les sensibilités de part et d'autre, essayer de trouver des solutions respectables pour tout le monde. Et pour revenir un peu à la composition du Parlement régional bruxellois. Donc aujourd'hui, avec la distribution des sièges, aujourd'hui Emmanuel Scara peut avoir une position qui est très très importante. Parce que vous pouvez même changer toute la donnée des coalitions possibles au niveau régional. Est-ce que le Parti socialiste est prêt à recoudre les liaisons, les relations que vous avez avec eux, ou bien vous avez d'autres propositions qui feraient que vous risquez de partir dans un autre parti qui sera majoritaire, grâce à vous, entre autres? Mais moi, je ne veux pas faire comme certains camarades socialistes qui vont soit
qui font des sorties dans la presse écrite ou dans des chaînes télévisées sur Internet, etc., en disant, il y a un vice-président du PS bruxellois qui disait que Oscar c'était du gâchis. Lorsqu'il y a une enquête judiciaire et qu'on vous avise, que je vous écris 2 fois, 2000, en étant vice-président du Parti socialiste, le minimum c'est que vous taisiez, vu qu'il y a une enquête judiciaire, que vous me répondez au minimum. Je vous envoie, je vous adresse 2000 officiels. Vous n'avez pas la politesse de me répondre, mais vous avez la dépolitesse de dire ça publiquement. Vous avez les éléments du dossier. Si vous ne le savez pas, il ne faut pas parler. Il y a d'autres qui disent Emine Oscar ne fait plus partie du Parti socialiste. Je suis désolé, le Parti socialiste n'appartient pas à certains individus. Si le Parti socialiste demain prend une décision, je ferai valoir mes droits en instance du parti. Mais je ne lâcherai rien. Comme j'ai déclaré publiquement, j'irai jusqu'au bout de cette procédure pour faire valoir mes droits, pour éviter qu'il y ait un deuxième cas Oscara qui se reproduise. Parce que nous, on doit montrer l'exemple aux générations futures. Il faut respecter tout le monde. Mais on ne peut pas injurier, on ne peut pas, en fonction des origines des uns et des autres, de mettre de côté. C'est du racisme, on est dans une loi. On est en Belgique, c'est un état de droit. Et tout le monde a la liberté de choisir et de penser comme il le souhaite. Moi, je peux dire autre chose. Je ne peux pas être d'accord sur un projet qui est contraire à mes opinions, à ma conscience personnelle. Je peux dire ça. Où est le mal? La vraie démocratie, c'est avoir des opinions différentes, essayer de trouver une solution globale. Et si on doit imaginer donc le départ du Parti socialiste, quel parti sera plus proche de vos convictions? Je suis quelqu'un de nature à pas faire de suppositions. Si. S'il y a 20 ans, est-ce que j'ai bien fait de renforcer la section du PS à Schaerbeek où ils étaient à 3 sièges? On a travaillé, on a construit. Lorsque Loredan Koenig est arrivé, on est passé à 13, etc. Je ne vais pas utiliser le mot si. Je pense que dès le moment que l'enquête judiciaire on va voir plus clair, va aboutir, devra aboutir, ça prendra le temps qu'il faut. Moi, je prendrai mes responsabilités, je ferai valoir mes droits et j'espère qu'on va trouver les auteurs parce que là, à ce moment-là, je pense qu'on va rigoler. On va bien rigoler, mais je crois qu'on va rigoler rouge. Vous n'êtes pas satisfait de la position de votre parti, notamment par rapport à la transparence. Ils n'ont pas été jusqu'au bout comme le PS en Wallonie. Donc ils n'ont pas estimé qu'il devait y avoir des mesures contraignantes. Vous pensez qu'au sein d'un parti comme ça, vous pourriez encore évoluer au sein et travailler au sein d'un parti comme ça qui refuse la transparence, qui refuse le décumul intégral et qui est à des années-lumière, de plus en plus éloigné en tout cas des réalités sur le terrain? Et je pense qu'à un moment donné, ils doivent aussi faire leur travail de conscience, parce que sinon on va droit contre un mur. Le PS a chuté en région bruxelloise. Quand vous analysez, je suis désolé, le PS a perdu. On a perdu 4 sièges, voire 5 sièges, avec, il y avait aussi Dr Mansour qui était chez nous, on avait 22 élus. Aujourd'hui, on constate une chose, il y a une érosion, il y a un manque de confiance des gens, des citoyens. Le PTB augmente, Écolo augmente, il faut bien analyser ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est le PS bruxellois qui s'est engagé, le chef de groupe qui s'est engagé publiquement. Solennellement, ils ont signé, c'est pas moi. C'est un engagement qu'ils ont pris. Et puis maintenant, ils font autre chose. Ça, c'est la responsabilité. Et moi, je suis cohérent avec moi-même. J'étais membre de la commission d'enquête du SAMU social, comme suppléant au nom du Parti socialiste. J'ai appris, j'ai entendu des choses qui m'ont marqué à vie. Et je ne pourrai jamais accepter qu'il y ait un deuxième SAMU social. Je ne peux pas accepter.
En tant qu'être humain, en tant que citoyen, je ne pourrais pas accepter. En tant que socialiste, je ne pourrais pas accepter. Mais depuis cette affaire du salut social, de Publisain, vous pensez que le PS s'est remis en question? Mais regardez, le PS Wallon a voté à Mons-en-Bouge. Je pense que ça prendra un certain temps. J'espère que la réaction devrait être au plus vite. Parce que sinon, le citoyen, la confiance entre le monde politique dans sa globalité et la confiance entre les citoyens va être rompue. À ce moment-là, c'est les partis extrêmes qui vont l'emporter. Vous pensez que les bourgmestres et les échevins présidents de ces PS qui ont été élus à ces élections devraient choisir? Bien sûr. J'ai toujours défendu le décumulé intégral, même à ma section à Schaerbeek. Laurette avait un autre avis et moi j'avais le décumulé intégral. J'ai marqué dans mon tract électoral et j'ai toujours combattu le décumulé intégral. Moi je suis pour un mandat. Un mandat. Et je suis désolé, on ne peut pas être chef de groupe, on ne peut pas être député, on ne peut pas être échevin et avoir X mandats dérivés. C'est pas tenable. Et sur le plan humain, c'est pas, vous ne pouvez pas occuper à plein temps. Je trouve qu'un mandat, une personne. Et on met des gens, des faiseurs de voix pour apporter des voix, c'est une stratégie des partis, mais je pense qu'on doit aussi arrêter avec ça. Il faut mettre des gens que demain, s'ils sont élus, vont siéger dans l'hémicycle où ils ont été élus. Et que pensez-vous des indemnités accordées aux députés sortants? Comme vous le savez. Mais écoutez, c'est un système, c'est pas moi que j'ai voté ce système premièrement, c'est un système qui était en place. Et comme vous le savez, les indemnités de départ sont maintenant rabotées, l'âge de la pension aussi, ça a été prolongé. Moi, j'ai eu la chance d'être élu en 2004, j'étais sur l'ancien régime, mais entre-temps, ça a changé, c'est en 36e qu'on calcule. Les indemnités de sortie, quand il y a la crise, etc., les citoyens sont offusqués, sont choqués quand ils voient des montants assez significatifs. Mais c'est un système qui existait. Je pense que... Il ne faut pas revoir ça. Quand on voit en fédéral 500 000 € d'indemnité de sortie, est-ce que ce n'est pas un gros coût pour le citoyen? Parce que finalement, c'est le citoyen qui paye ça. Oui, mais c'est le Parlement qui a voté avec sa majorité. Hein. C'est le citoyen, l'argent public. Mais je vais vous poser une autre question. Tous ces ASBL qui font du travail copier-copier en fonction de leur bilan d'activité chaque année, ils reçoivent des subventions. Et vous avez d'autres ASBL qui font du boulot sérieux, ils ne reçoivent rien. Parce qu'ils n'ont pas une étiquette politique. Vous trouvez ça, c'est normal aussi? Parce qu'on regarde toujours l'indemnité de départ. Mais il faut regarder aussi les autres, les subventions, les subsides qu'on octroie à tel... C'est des millions. Hein. Je pense que la transparence doit être à tous les niveaux. Indemnité de départ, mandat unique, mandat dérivé. Il faut jouer la carte de la transparence. Si on veut renouer la confiance entre les citoyens et le monde politique, on est obligé de passer parfois, prendre des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde. Ça, j'accepte. Mais on est obligé de passer par là pour que demain, les extrêmes ne soient pas encore plus forts qu'aujourd'hui. Vous êtes donc député depuis 20 ans. 15 ans. 15 ans. Combien perceviez-vous au début et combien percevez-vous aujourd'hui? Mais vous avez l'index annuel qui augmente. Vous n'avez pas un changement. Il ne faut pas oublier que nous, on donne au Parti socialiste 10% de notre montant brut. On a les impôts, etc. Mais je pense que le système, il faut revoir tout à ce moment-là. Soit il faut faire le système du PTB. Vous êtes député, vous percevez comme votre ancien salaire que vous étiez auparavant. Soit il faut revoir, il faut faire deux. Vous trouvez ça acceptable? Tenable. C'est pas acceptable, mais les citoyens demandent ça. Au lieu de faire ça, je suis plus partisan pour qu'on fait 2 mandats. On limite le nombre, la durée. Je pense qu'une personne au pouvoir trop longtemps peut faire des dérives. On l'a vu, on le voit.
On a vu pendant la campagne, etc., des fonctionnaires communaux qui font campagne, parce qu'ils sont sous pression, parce que voilà. Mais je pense qu'il faut un bon nettoyage dans le monde politique pour que la transparence et que l'argent public utilisé en bon père de famille doit être vu par tous les citoyens. Quelle serait pour vous, maintenant, à l'issue des élections, la majorité qui pourrait instaurer une transparence au sein de la gestion régionale? Quelle majorité pourrait mener à bien cette politique de transparence? C'est une question difficile parce que je ne suis pas, je veux dire, au comité décisionnel de chaque formation politique. On a beaucoup entendu les écologistes parler de la transparence, DEFI parler de la transparence, le MR parler de la transparence, le PTB. Je pense que toutes les formations politiques doivent avoir le courage de dire ça suffit, on joue la carte de la transparence. On joue aussi la carte de la transparence à tous les niveaux des échelles, des engagements. Il faut jouer cette carte de la transparence. Sinon, comme je vous ai dit, les partis extrêmes vont l'emporter dans 5 ans. Et dans 5 ans, ça va être pire. Parce qu'on monte dans le monde politique, 24 heures c'est long, mais 5 ans, c'est court aussi. Vous verriez bien, par exemple, une coalition incluant le PTB? Mais je pense que, pourquoi pas, mais c'est pas moi que je décide, je suis pas autour de... Je demande, je sais que vous ne décidez pas seul, mais votre préférence à vous? Moi je pense qu'il faut des formations politiques démocrates progressistes qui ont comme ambition le construire ensemble à Bruxelles, où 184 nationalités se côtoient tous les jours, où ils demandent l'harmonie, le respect. Je pense qu'on doit tenir compte de ça. Et créer un projet pour une société, pour une région inclusive, où tout le monde a sa place et qu'on laisse personne derrière soi. C'est ça. Mais je ne pense pas qu'il y aura plus de 3 formations politiques dans la future majorité régionale. Je ne pense pas. Par rapport à vos exigences, notamment de transparence, de décumul et tout ça, vous avez des collègues qui vous soutiennent dans vos démarches? Vous serez étonné, suite à ma position assez ouverte et assez courageuse, je pense qu'on ne doit pas se le cacher, il y a eu des camarades socialistes, des députés sortants qui sont plus réélus, où ils avaient fait publiquement des sorties sur BX1, etc. Et puis ils ont fait marche arrière. Je pense que le monde politique, et quand on fait la politique, il faut avoir du courage politique. Il faut avoir du courage politique, même en sachant que vous allez perdre un certain électorat de votre communauté d'origine. Mais je pense que le courage politique passe par des actes courageux et politiques aussi. Il y a des camarades qui m'ont appelé, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé pendant cette campagne en disant « Écoute, Émile, on est avec toi. Je n'osais pas parler, mais je pense que tu as été plus courageux que nous. On est avec toi. » J'ai milité au Parti socialiste pendant X années et je suis toujours socialiste, mais je n'accepte pas ce qu'on t'a fait et je suis avec toi. Et tu dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose que moi, mais qui n'osent pas dire, qui n'ont pas ce courage ou cette force. Il faut la force et le courage pour oser faire ce que j'ai fait. Mais moi, ma conscience, elle est tranquille. J'ai toujours fait la politique avec ma conscience et mes convictions et la confiance des électeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui le parti politique n'est pas un peu fatigué dans ce programme? Quand on regarde un peu les projets qui risquent de venir dans les 5 ans, c'est des projets un peu surréalistes également, il me semble. Vous savez, quand on voit aujourd'hui, quand vous analysez cette campagne régionale, européenne et fédérale, on a joué sur des côtés populistes. On a joué sur le dossier de l'abattage, sur le port du voile, sur des acquisitions immobilières à 0% d'intérêt. C'est bien de faire ça, mais il faut assumer. Hein. Il
faut assumer, hein, parce que à force de penser que les électeurs et les électrices sont à côté de la plaque, un jour, c'est le monde politique qui sera à côté et le soir des élections, vous aurez des formations extrêmes qui auront une majorité plus importante qu'aujourd'hui. Si vous faites preuve de modestie, quand même, les candidats d'origine turque ont quand même permis au PS de se maintenir comme premier parti bruxellois. À ce titre-là, ne pensez-vous pas que un de ces élus d'origine turque pourrait prétendre à une place au sein d'un exécutif régional pour la communauté française? Mais comme vous le savez, le PS avait 21 élus plus 1 en la personne du docteur Mansour, on était 22, on est tombé à 17. On n'aura pas le même nombre de ministres, vu qu'on a moins de sièges. Il y aura 3 formations politiques, il faut voir aussi l'accord de majorité, qui prend quoi, qui envoie quoi. Je pense que faire des voix, c'est une bonne chose, mais à côté de ça, il n'y a pas que les voix, il y a aussi la compétence, et la capacité, etc. Il y a plusieurs critères qui rentrent. Est-ce que le Parti socialiste est capable aujourd'hui d'être dans la majorité? Je pense que le Parti socialiste a la main. C'est vrai que s'il y a un renversement de situation où les autres formations politiques se mettent ensemble contre le Parti socialiste sera dans l'opposition à ce moment-là. Mais aujourd'hui, l'heure que je vous parle, le PS a la main. C'est de tradition en région bruxelloise et dans le monde politique que la première force politique a la main en premier pour essayer d'avoir le futur gouvernement en région bruxelloise. Je pense qu'il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Vous avez aussi les ministres sortants qui ont fait un score honorable aussi, au-dessus de 10 000 voix chacun et chacune. Je pense qu'ils ont aussi un bon bilan. Il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. J'ai toujours dit, la politique, c'est une équation à double tranchant. Peut-être la présidence du Parlement bruxellois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tout va dépendre de l'accord de majorité. Qui reçoit quoi? Et une fois que les formations politiques reçoivent le nom de ministre, la présidente du Parlement, la présidente du Parlement francophone, etc., ça revient aux instances du parti et c'est là qu'on décide. Par rapport aux questions dont qu'on a abordées lors de la campagne, concernant notamment l'abattage rituel, concernant le port du voile dans la fonction publique, vous allez continuer à soutenir en tout cas et permettre aux citoyens de confession musulmane de vivre leur foi en toute liberté? Je vais continuer avec doublement d'efforts et de force sur ces sujets. Je pense qu'on doit travailler sur ces sujets qui concernent une grande partie de notre population bruxelloise dans sa diversité. Je pense qu'on doit être correct avec les électeurs qui ont fait confiance, qui nous ont envoyés au Parlement pour qu'on soit leur porte-parole et qu'on défende leur cause noble. Pour comprendre une situation, une communauté, il faut descendre, il faut être à leur écoute et il faut bien leur comprendre et ne pas donner des faux espoirs. Le danger de la classe politique, c'est jouer sur le côté populiste et donner des faux espoirs aujourd'hui, mais dans 5 ans, ça vous reviendra en plein visage comme un boomerang si vous n'accomplissez pas la confiance. La confiance ne peut pas être rompue. On a une confiance des électeurs et des électrices bruxellois et on doit être à la hauteur. Que pensez-vous au niveau fédéral du score du bourgmestre Ahmed Laoueche? Je pense qu'il a passé de 5 sièges à 3 sièges, hein, c'est bien ça? Voilà, je pense que le PS, au niveau de la Chambre, on a perdu les élections. Je pense qu'on doit appeler un chat un chat. Pratiquement la moitié des sièges. Voilà, on a perdu 2 sièges. Le score personnel, c'est un score qui tourne autour de 30 000 voix, 31 000 voix. Onkelings faisait mieux. Onkelings faisait mieux et en plus, Onkelings, avec elle, on gardait 5 sièges.
Et aussi le score de Emir qui est décevant, il me semble. 18 500 plus ou moins. Je pense que c'est des scores honorables. Je pense qu'il faut regarder aussi il faut bien analyser, ce n'est pas les voix personnelles. Je pense que le Parti socialiste a chuté. On a perdu beaucoup de voix. Beaucoup de voix. C'est en milliers de voix qu'on a perdu. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi l'électeur ou l'électrice qui votait traditionnellement à gauche, au Parti socialiste, s'oriente vers d'autres partis, vers l'extrême gauche ou vers d'autres formations politiques? Il faut analyser ça. Et il faut comprendre et il faut tirer les leçons de ça. Ne pas dire merci, les élections sont finies, tout le monde rentre chez soi. Dans 5 ans, on reprend des nouveaux candidats, on met sur la liste et c'est la même chose. Je pense qu'on doit analyser et on doit réfléchir et on doit trouver des solutions innovantes qui répondent plus à la réalité au quotidien de tous les citoyens. Qu'ils soient électeurs, qu'ils ne soient pas électeurs, mais c'est des citoyens aujourd'hui qui ne savent pas voter, mais dans 5 ans, ils savent voter, ou dans 2 ans, ils savent voter. Selon la presse, donc nous avons vu selon la presse que vous étiez un des députés les plus actifs au sein du Parlement. Vous comptez rester tout aussi actif? Bien sûr, je pense que j'ai fait mes armes. Ce travail, je le dois à mon équipe, je le dois à moi-même. Ce travail, ce n'est pas grâce au groupe qui m'ont épaulé, qui m'ont encouragé, c'est mon travail. Je pense qu'il faut donner à César ce qui est à César. Je veux faire en sorte d'être encore plus fort demain, parce que maintenant je connais les rouages, je connais le système politique, malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens qui m'ont conseillé, il y a eu quelques-uns qui sont des amis, mais que je ferai en sorte d'être encore plus fort et d'être encore plus à l'écoute des citoyens et de relayer toutes leurs préoccupations au sein de l'hémicycle du Parlement bruxellois et du Parlement francophone bruxellois. On a vu aussi qu'à l'issue de ces élections, plusieurs députés sortants n'ont pas été réélus. Je ne parle pas forcément du Parti socialiste, mais d'autres formations politiques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense notamment à Ahmed Khannous, par exemple, député CDH, qui n'est plus réélu, qui est très critique envers son parti. Ahmed Khannous, c'est un bon parlementaire. Je l'ai côtoyé depuis qu'il est rentré au Parlement bruxellois. J'étais avant lui. Je pense qu'il a été, un des plus actifs dans le dossier de l'abattage rituel. Avec moi, je pense que je salue son travail ici. Mais la vie politique, elle est comme ça, quoi. Vous êtes élu, vous n'êtes plus élu. Et c'est comme une tensiomètre, quoi. Ça monte, ça descend, etc. Je pense qu'il a fait une sortie, il a critiqué, il a dit ce qu'il pensait. Bon, je respecte sa sortie et son analyse qui lui est propre. Mais je pense aussi qu'il faut aussi analyser pourquoi des députés sortants ne sont pas réélus, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le positionnement sur la liste. D'après vous, son positionnement est plutôt dû à une sanction? Je pense que M. Khannous ne méritait pas cette place, à titre personnel. Je ne méritais pas la 17e place non plus, vu mon travail, vu ma fidélité, vu mon engagement au sein du Parti socialiste. À Schaerbeek, vous croyez être dans l'opposition et refaire vos voix, c'est facile. C'est trop facile de dire vous faites vos voix, vous faites vos voix, vous faites... Et les autres qui ne font pas campagne? Qui fait campagne sur cette liste? On a bien vu, hein? C'est trop facile, hein? Je suis 4e sur la liste, je suis sûr d'être élu. Je fais une campagne à 20%. Parce que je sais que je serai élu, j'aurai le pot. Mais c'est la discrimination. Vous avez d'autres? Vous pensez que ce système de pot commun devrait être revu? Je pense que le monde politique change, il n'y a plus les suppléants, qui est une bonne chose, je trouve. Je pense que le pot commun doit être revu à zéro. Disparaître, quoi. Le pot commun, je pense que c'est pas démocratique. C'est pas démocratique. C'est pas le choix des électeurs. Je suis désolé. C'est pas le choix des électeurs. Le choix des électeurs choisit une formation politique X, Y. Et quand vous avez le pot, la case évolutive,
ça permet à X députés d'être élus, de bénéficier du pont. Sans faire de campagne. Et quand on voit tout ça, les gens qui sont placés, c'est toujours les mêmes. Vous pouvez faire une belle carrière dans le monde politique en étant dans le top 10 d'une formation politique, ou dans le top 6, c'est élu chaque fois. Et puis on vous dit c'est la démocratie. Qui fait ces listes? Ben, c'est les instances, c'est le comité de sages de chaque formation politique. Voilà, on vient, on place X, Y en fonction des affinités des uns, des autres. Le premier candidat de la commune de Schaerbeek, dans ma formation politique, elle était à la 10e place, c'était moi. Une grosse commune comme Schaerbeek, deuxième plus grosse commune de la région bruxelloise. On a toujours connu depuis l'existence du Parlement bruxellois avoir une ou un candidat socialiste schaerbécois dans les top 10. C'est la première fois qu'on a eu à la 17e place. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne dis pas à titre personnel, mais c'est pas normal. Moi, je suis un combattant, je vous ai dit, 17e, 20e, 30e. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation et dire, écoutez, ça ne va pas, mais je ne dois pas être le seul. Il faut aussi que les autres sifflent aussi à la fin de la récréation. Donc, tout comme le bourgmestre de la ville de Bruxelles donc, a démissionné, donc vous inciteriez notamment que l'échevin Auriagli, par exemple, le député, le bourgmestre, oui. Non, je parle du parti socialiste, je parle de Ahmed Laouej, donc il devrait choisir entre son poste de bourgmestre et sa fonction de député, potentiellement aussi vous savez, ministre. Le décumul, c'est valable au Parti socialiste pour les communes où plus de 50 000 habitants. Kuchenberg. Oui, mais c'est nouveau. Ouais. Mais je pense qu'on ne doit pas regarder moins ou plus de 50 000 habitants. Je pense que la fonction d'un bourgmestre, ça demande un travail à temps plein, même voire plus. Je pense que les gens doivent assumer leurs fonctions et ne pas utiliser ces fonctions comme un tremplin pour arriver à d'autres niveaux de pouvoir. Il faut choisir dans la vie. Pour M. Auriagli, je pense que c'est à lui de voir ce qu'il choisira. S'il choisira son poste d'échevin à la ville de Bruxelles ou son poste de député. Philippe Claus a déclaré qu'il ne siégerait pas au Parlement bruxellois. Il avait dit ça avant. Et nous, il respecte son engagement. Et pour les autres partis, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a aussi des échevins d'autres partis, comme le maire, qui sont en fonction de bourgmestre et député. Moi, ça, c'est leur responsabilité. Moi, je peux parler pour ma formation politique. C'est pas moi de m'immiscer sur ce que font les autres formations politiques. Je peux être responsable de moi. Moi-même, je suis pour le décumul intégral. Et si le jour que je devrais choisir entre être échevin à Schaerbeek et député, je prendrai un mandat. Je prendrai soit mon mandat de député, soit de mon mandat d'échevin, mais je n'irai pas aux élections. Je ne tromperai pas l'électeur. Parce que l'électeur vous fait confiance. Certes, vous l'avouez lorsque vous êtes sur la liste, etc., mais je pense aussi qu'on ne doit plus assister à ce schéma-là. Oui. Mettre des candidats et puis ils démissionnent pour faire monter un autre. Mais sur ce sujet, en fait, quand vous regardez un bourgmestre de Bruxelles qui se met sur une liste alors qu'il est bourgmestre, le comité de sages qui décide, on va dire en gros, la liste ne fait pas cette remarque. En disant comment ça se fait que vous venez d'être bourgmestre, en plus vous voulez être député et pour plus tard redémissionner. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas non plus... Non, mais moi je suis quelqu'un de nature où je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je pense qu'il faut être sincère et il faut dire la vérité. C'est quoi? C'est que la politique, c'est une stratégie de calcul. Plus on fait de fois, plus on a le nombre de sièges qui augmente. Tout est calculé. Le positionnement des uns et des autres, le positionnement de tel profil au détriment d'autres profils, de
plus remettre un député sortant ou l'autre député sortant parce qu'on a des calculs cachés. Tout ça, c'est des calculs. Hein. À duper. Je ne veux pas dire ça. Entre guillemets, à duper l'électeur. Non, mais je pense que c'est une stratégie que chaque formation elle a. Hein. Toutes les formations politiques ont une stratégie. Leur stratégie, c'est quoi? C'est le soir des élections, être autour d'être incontournable dans les chiffres et être autour des négociations et avoir la main. C'est ça. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais je pense que le minimum, le plus important pour moi, c'est le respect. Le respect de la différence et le respect des électeurs dans sa globalité. Et ne pas aller dans un quartier populaire, dire notre programme, il y a ça, et ça vous fait plaisir, et aller dans le haut, dire l'inverse. Moi, ça, je ne ferai jamais, je ne l'ai jamais fait, et je n'accepterai pas qu'on fasse, et je ne ferai pas. On a vu que beaucoup de candidats ont usé, en tout cas, de double discours. Vous le déplorez? Je déplore et je condamne, politiquement. C'est pas la démocratie. Je pense qu'on doit être... Si vous avez remarqué, moi, j'avais un bilan, je défendais mon bilan. J'allais à la rencontre des citoyens avec mon bilan, j'expliquais aux gens. Les gens étaient contents que dans mon bilan, il y avait leurs préoccupations, il y avait des sujets sensibles, des sujets, je ne vais pas dire polémiques, mais des sujets sensibles qu'on abordait. Certes, ce n'est pas moi que je vais changer tout seul, mais je pense que je peux faire bouger le curseur politique sur des thématiques comme la transparence dans les ASBL, la transparence des cabinets, la transparence des subventions que la région octroie à tel ASBL ou tel ASBL. Je pense que la classe politique dans son ensemble doit se remettre en question et ne pas dire l'extrême gauche, l'extrême droite l'emporte. Mais c'est une sonnette d'alarme. C'est un signal que l'électeur vous donne. Est-ce que vous croyez que votre courage que vous avez eu depuis le début de campagne aujourd'hui va permettre à d'autres députés de suivre cette voie? Vous savez, quand j'avais fait mon amendement au Parlement, il y avait d'autres députés, d'autres formations politiques francophones et néerlandophones, des personnes issues de la diversité. Ils sont venus, ils m'ont dit, Emine, t'es courageux, on doit être comme toi. On va être comme toi après les élections. Après les élections, ils n'ont pas été élus. Vous savez, en politique, il faut bien calculer. Hein. Faire des sorties aujourd'hui, c'est bien. Quand vous n'êtes plus élu, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est quand vous êtes là qu'il faut faire des sorties. Et si vous n'êtes pas élu, c'est pas grave. Au moins, votre conscience, elle est tranquille. Vous et votre conscience, vous êtes en face. Et le plus important dans la vie, c'est votre conscience, votre famille et votre santé. Ce parti dont vous faites encore partie, jusqu'à preuve du contraire, est-il conscient que sans ces candidats issus de la diversité n'existeraient plus? En tout cas serait... oui, à Bruxelles, oui. Mais je pense que s'ils ne sont pas conscients, je pense qu'ils sont conscients et je pense qu'ils utilisent bien ces candidats de la diversité. On divise les candidats vis-à-vis d'autres candidats, on remonte les uns contre les autres. Je pense qu'il y a une stratégie derrière ça. Et je pense que ces formations politiques doivent arrêter de jouer à ce jeu-là. Je trouve que c'est contraire à la démocratie. On est au Parti socialiste où la fraternité, la solidarité, le respect, l'équité doit avoir sa place. En fonction des compétences des uns et des autres. Pas en fonction des origines des uns et des autres, mais en fonction de leurs compétences. Et de leur réussite politique, professionnelle aussi. Vous croyez que c'est facile d'être élu 4 fois d'affilée au Parlement bruxellois, à des places de combat, et vous êtes conseiller communal dans l'opposition? Vous croyez que c'est facile? Et quand vous abordez un sujet avec le grand rabbin, on vous traite que vous êtes pro-juif, parce que vous avez osé aborder ce sujet, sur d'autres sujets aussi. Il y a d'autres sujets aussi. Hein. Il y a le problème de l'emploi, le problème de logement, le problème de la discrimination, le problème du montée du racisme. Il y a tout plein de secteurs. Il y a le handicap, il y a les seniors. Et tous ces problèmes, on n'en parle pas. Nos jeunes là, qui n'ont ni les NEETs, là, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de diplôme, que fait-on avec ces jeunes?
Il y a d'autres sujets importants. Hein. Et on se focalise sur des sujets qui concernent un électorat musulman de la région bruxelloise et la communauté juive, parce que Gaïa a fait une sortie, etc. C'est la mode. Mais s'il vous plaît, arrêtez. Trouvons des solutions, apportons des solutions aux vrais problèmes de la région de Bruxelles. Voilà, la propreté, la sécurité, l'éducation, l'enseignement, l'environnement. Peut-on dire aujourd'hui que Emine Oscara est un élu avant tout au service de la population plutôt qu'au service de son parti? Emine Oscara, c'est un élu belgo d'origine turque. Je suis fier de mes origines, mais je suis fier d'être belge, je suis belge. Et qu'on arrête de me considérer en fonction de mes origines, de mon prénom, de mon histoire qui est propre. Je suis un élu de la nation belge. Et je suis au service de la nation belge. Et je fais la politique dans une formation politique qui est le Parti socialiste, que j'ai construit à Schaerbeek. J'ai donné plus de 15 ans de ma vie, 20 ans de ma vie à cette famille politique. Certes, on a eu un problème avec certains membres de cette famille politique. Je n'ai accusé personne. Il y a une enquête judiciaire. On fera valoir nos droits en interne, tant au niveau du tribunal. Et voilà. Je serai au service de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions philosophiques, religieuses, vestimentaires. Je serai au service de tous les citoyens qui m'ont fait confiance, qui n'ont pas voté pour moi. Mais je pense qu'on doit aller gagner d'autres gens qui n'ont pas voté pour vous. C'est ça le travail d'un homme politique. Au service de tous les citoyens et moins au service de votre parti? Non, je fais la politique au sein du... Lorsque les intérêts de votre parti ne rencontrent pas les intérêts de citoyens de la population dont vous êtes issu? Non, ce n'est pas les intérêts. Je pense qu'on est des femmes et des hommes politiques. Les gens qui sont intègres et qui réfléchissent peuvent avoir des opinions différentes. Et une famille politique, c'est un lieu de rencontre avec des opinions différentes, avec des points de vue différents, avec des sensations différentes. Mais je pense qu'il faut se respecter. Il faut respecter des avis contraires. Mais Oscar, comment on entend justement le président de parti, et qui d'ailleurs qui est relayé par le bourgmestre de Saint-Josse, qui dit que en ce qui concerne le port du voile, je reviens sur cette question, en ce qui concerne le port du voile dans les écoles, on laisse ça à l'appréciation du chef d'établissement. Donc, c'est le chef d'établissement qui va décider comment... En secondaire. Oui, secondaire. Comment l'élève doit s'habiller. Comment l'élève doit... est-ce qu'il accepte le port du kippa ou pas? Donc, c'est en dehors de tout cadre légal. Oui, on va laisser une personne décider de qui a accès à l'enseignement ou pas. Ou en fonction des quartiers ou des communes. Ben, c'est la position du PS. Mais je trouve que sur des sujets comme ça, le côté vestimentaire est important. C'est la liberté vestimentaire de chacune et chacun d'entre nous. Je pense qu'il y a d'autres préoccupations plus importantes aussi. Il ne faut pas négliger cette problématique-là, mais je pense que le problème de l'enseignement, l'emploi, le logement, la pauvreté qui augmente de plus en plus. N'oublions pas que nous sommes Bruxelles, cœur de l'Europe, où la pauvreté, de jour en jour, il y a de plus en plus. Il y a les monoparentales, les mamans seules qui élèvent leurs enfants, où ils ne perçoivent pas leur pension alimentaire, etc. C'est des thématiques-là qu'il faut aborder. Et puis, ne pas surfer sur le côté populiste, voile, etc. Mais je pense que s'il y a une décision, ça doit être la même chose. On ne peut pas donner à une autorité ou une direction d'un établissement X, Y, si l'établissement est catholique, ou il est laïque, il est autre. Je pense que ce n'est pas à eux de décider. C'est au monde politique de décider en âme et conscience et de trouver un consensus qui est au-dessus de la mêlée et qui honore chaque parti, quoi, tu vois. Mais à côté de ça, il y a d'autres préoccupations plus importantes. La pauvreté, c'est très important, vous savez.
Les NIS, c'est important. Les NIS, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? Si le monde politique ne s'occupe pas, qui va s'occuper des jeunes? De nos jeunes, nos enfants. Je pense qu'il y a des sujets très importants. Le port du voile est important. Ça fait depuis des années qu'on parle. À chaque fois, il y a les élections, on est pour, on est contre, tel parti. Tu vois, on joue sur ce côté. On joue. Parce que quand vous analysez la communauté musulmane dans sa diversité, ou la diversité, les citoyens de la diversité ont voté pour quelle tendance politique, je pense que ces familles politiques doivent se remettre en question. Doivent aussi arrêter de jouer sur le côté double discours. C'est aussi notre devoir en tant que citoyen et en tant qu'homme, femme ou homme politique, hein, c'est notre devoir. Hein. Arrêtons de jouer sur les doubles discours pour faire plaisir à l'un et à l'autre. Prenons des positions claires, des décisions pas simples à assumer politiquement, mais il faut défendre. Vous dites que cette campagne a été différente, en tout cas des autres, et je voulais savoir si, avez-vous à un moment donné douté de votre réélection? J'ai jamais douté de mon réélection parce que je suis un combattant, je suis un gagnant de nature. J'aime bien les défis difficiles. J'aime bien relever les défis qui sont parfois très difficiles et on pense que c'est foutu. J'entendais des camarades dire Emin c'est fini, il ne sera pas réélu, on fait un symbole contre lui. Ils ont reçu des instructions, des instances, des gens de ma formation politique pour dire il faut. J'ai même mon chef de groupe de Skerbeek à 3 jours des élections où il appelle à voter à tout le monde et il n'appelle pas à voter pour moi. C'est sa responsabilité à lui, mais je trouve qu'en tant que chef de groupe d'une section, on est au service de tous les camarades. Dans d'autres communes, on a arraché mes affiches, on surcollait mes affiches. Je trouve qu'on allait dire des ragots sur moi. Vous savez, le monde politique, il faut être fort, il faut être combatif et il ne faut pas avoir peur d'affronter et de dire la vérité. Lorsque vous parlez, vous allez à la rencontre des citoyens, la preuve est, j'ai fait mon meilleur score régional. Mais ça n'a pas été évident parce que sachez que s'il y a d'autres collègues, d'autres formations politiques qui m'ont félicité en disant Emin, tu es quand même courageux, tu es combattant. Si c'était nous, on aurait lâché, mais je pense qu'il ne faut jamais lâcher. Parce que quand on croit aux causes qu'on défend qui sont justes, il ne faut jamais lâcher. Il y a un candidat sur la liste du PS qui était bien placé parce qu'il est issu, pour ne pas le citer, je parle de Julien Ettendam, qui a appelé à voter pour vous à un moment donné. Vous a-t-il, à l'issue des élections, appelé pour vous féliciter? Ou a-t-il regretté d'avoir appelé à voter pour vous? Non, je pense que c'est quelqu'un qui... Julien, c'est un camarade que j'apprécie beaucoup. Il est aussi victime de son nom de famille. C'est parce que c'est le beau-fils d'eux. Et moi, je suis d'origine d'eux. On est un peu... Vous avez toujours été occupé une place de combat sur les listes. Lui, il a toujours été élu, contrairement à vous, parce qu'il était bien placé. Mais c'est malheureusement, le monde politique doit aussi changer le fils, la fille d'eux. Je pense que là, qu'on parle de transparence, de bonne gestion, de bonne gouvernance, je pense que ces pratiques doivent être aussi anciennes, quoi. Et je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde. Je pense qu'il faut, dès le départ, dire aux élus qui vont prêter serment le 11 juin, dire voilà, les critères pour la prochaine confection de liste sont ça, ça, ça et ça. Les jeux sont clairs. Les gens qui ont fait un bon travail parlementaire, qui ont été toujours présents, qui sont actifs, qui font des colloques, etc. Soit le système va continuer et ça sera au détriment des uns et des autres. Parce que quand vous voyez le pot est descendu jusqu'au 11e, chez nous, 11e. Imaginez-vous que si le PS avait fait 11 sièges, c'était les 11 premiers. Et tout le reste. Et c'est pour ça, je pense qu'il a fait un témoignage. Il y a eu d'autres camarades qui ont fait. Et puis quand j'ai eu
mon différend avec certains camarades bruxellois, je pense qu'ils n'ont pas osé prendre... parce que le monde politique, ce n'est pas un monde facile, hein, mais je pense que la femme ou l'homme politique doit être... pour que sa conscience soit tranquille, il doit assumer ses choix. Même si c'est des choix difficiles à prendre. Julien a fait un témoignage qui est juste. Il ne m'a pas fait un témoignage d'éloge où c'était pas fondé, c'était fondé, mon travail parlementaire était là. J'ai beaucoup travaillé sur le construire ensemble, j'ai travaillé entre les religions, le respect des uns et des autres, sur tout plein de thématiques. Je pensais que cette vidéo était étonnante pour moi dans le sens où vous êtes quand même là, député depuis 3 mandats, et lui, c'était son premier mandat, et c'est lui qui invite les gens à voter pour vous, au lieu que ce soit vous qui l'invitez les gens à voter pour lui. J'ai trouvé ça un petit peu... Non, mais c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer les habitudes qu'il y a 20 ans. Ça doit commencer par quelque chose, c'est formidable. C'est lui qui appelle à voter pour moi. C'est fantastique. Parce que vous êtes habitué à entendre l'inverse, que c'est des gens de la diversité qui appellent à voter toujours pour les mêmes. Ou les gens qui ont de l'expérience déjà, plus d'expérience que lui. Mais écoutez, c'est un jeune parlementaire brillant, intelligent, et je pense que c'est son cœur qui a parlé. Et lorsque vous parlez avec votre cœur, c'est toujours votre courage et la vérité qui parle. On voyait que ça venait du cœur. Vous pensez que Rudy Vervoort est un bon ministre-président? J'ai connu plusieurs ministres-présidents. Je pense que Rudy Vervoort, sincèrement, c'est un bon ministre-président. C'est un bon ministre-président. Meilleur que Piquet? Je ne vais pas dire moins bon ou meilleur ou quoi, mais je pense que pour moi, c'était le ministre-président qui a eu le courage politique quand il y a eu l'affaire du SAMU social à taper dedans. Ce n'était pas taper dedans, comme vous dites, à cause de ses rivalités avec le bourgmestre de... Non, mais je pense qu'à un moment donné, il a fait une sortie en disant c'était en aucun cas hors de question qu'il assume sa fonction à la tête de la ville. Vu les événements qui s'est passé au SAMU social qui est pas pardonnable, qui est impardonnable. On ne peut pas pardonner ça. On arrive à la fin de l'émission. Mais avant de clôturer, donc on va passer quelque chose quand même de bien, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du Ramadan. Donc c'est le jour de l'Arifa chez nous, chez les Turcs, et chez les Marocains, c'est l'Aïd. l'Aïd. Donc moi je souhaite déjà bonne fête à tout le monde déjà, de sucre, et je vous laisse la parole. Mais moi je tiens encore une fois à vous remercier, Bruxelles Corner, de m'avoir invité. Je souhaite à toute la communauté musulmane dans sa diversité et aux citoyens bruxellois une bonne fête du Ramadan